De Gurs à Auschwitz. Un podcast pour ne pas perdre le fil de l'histoire. Un podcast pour ne pas oublier. Car c'est quand on ne parle plus des morts qui disparaissent vraiment. Alors, je nous entraîne dans une aventure émouvante, souvent cruelle, mais essentielle. Aujourd'hui, nous allons près de Pau, rue des Pâquerettes, où je retrouve mon invité. Rue des Pâquerettes, le bonheur est-il dans le pré ? Disons plutôt que pour José de Sola, le bonheur est dans l'après-guerre. Car enfant, il a été témoin des atrocités de la guerre, des absurdités de la guerre et victime de l'absence de liberté qu'elle implique souvent. En effet, il avait moins de 10 ans quand il a été interné au camp de Gurs et de Rivesaltes. Il fait partie de ce qu'on appelle l'école de Gurs, comme certains anciens internés évoquent cette expérience extraordinaire acquise lors de leur enfermement. L'un d'eux souligne : celui qui a surmonté un tel malheur devient sensible à tout ce qui l'entoure. Il a appris la valeur et le sens de la vie en société. Il a appris à renoncer à beaucoup de ce qui lui était offert auparavant. Nous allons donc écouter José de Sola parler de son enfance en temps de guerre. Sa vie est un exemple, car José de Sola n'est pas amer. Il a vécu l'horreur de la guerre, mais il n'est pas amer. Il m'évoque ces vers de la poétesse André Chédid, qui me semble lui aller comme un gant de velours et non de boxe. J'ai ancré l'espérance aux racines de la vie. Face aux ténèbres, j'ai dressé des clartés. Bon, alors moi je suis né le 15 septembre 1932 à Irul. On avait une vie normale. Mon père avait réussi à construire une maison et tout. On vivait dans une maison, une villa là, sur la route la route principale qu'il y avait à Irul pour aller à Saint-Sébastien. On était au bord. Et vous vous rendez compte que j'avais 5 ou 6 ans. Et je me suis rappelé exactement où c'était, des escaliers qu'il y avait et tout, et après une place, et il y avait les maisons là. Et moi, je ne pouvais pas aller en Espagne. Et c'est mon épouse qui a été la première en Espagne voir ma famille. Et je lui ai expliqué où c'était. Et ils ont trouvé que c'était vrai, que j'avais raison. Alors on habitait là. Et tout ça, tranquillement, je ne sais pas si vous connaissez, il y avait des fêtes basques et tout ça, là, très importantes, ça se passait très bien. À l'époque, ils faisaient des Espagnols des goûters, là. Je me rappelle de ces goûters qu'on avait... Vous étiez petit, vous avez 5-6 ans. 5 ans, oui, 5-6 ans. Et ils dansaient le fandango avec l'accordéon, j'ai des souvenirs, en montagne et tout ça, ça se passait très bien. Et puis la guerre civile a éclaté. Mon frère est né en 1936, et la guerre civile a éclaté et tout ça. Tout le milieu d'Irun, la grande avenue, tout ça avait été brûlé, je me rappelle, tout démoli. Et un obus, ou un morceau, ou je ne sais pas quoi, est tombé chez nous, dans la maison. Il y avait un trou au plafond et tout. Et puis comme mon père était socialiste, mais il devait s'occuper de quelque chose, parce que je vous expliquerai plus tard. Vous étiez dans la maison quand le but est tombé ? On n'y était pas. On revenait. Mais elle était restée assez... Il n'y a que le toit qui avait un trou, je sais pas. Et alors mon père a dit, il faut prendre les valises, parce que si mon père était resté, on le tuait de suite. Et c'est quand Franco commençait à arriver, et la résistance basque et tout ça, c'était fini, quoi. Alors on a pris les valises en dernière minute, on est parti à une petite ville à côté, Fuenterrabía, je ne sais pas si vous connaissez. Et il
il y avait un port, c'est pas le port qu'il y a maintenant, il y avait un petit port dans la ville. Il y a un bateau d'ailleurs qu'ils ont mis comme un musée ou quelque chose. Et là, on a pris, ils appelaient ça une lancha, une grande barque. Et dans cette barque, je me souviens, c'était la nuit. Il faisait une tempête, il pleuvait et tout, et on n'était pas que nous. Il y avait d'autres personnes. Et à la rame, on est parti jusqu'à Hendaye, au port de Canéda. Mais la barque était charrée, parce qu'il y avait des vagues, l'eau arrivait, je me souviens, il y avait l'eau qui arrivait presque à rentrer dans la barque. Et puis quelques obus qui tombaient de temps en temps aux alentours. Bon, on est arrivé au port de Canéda. Et au port de Canéda, là, puisque ma mère avait les amis, ça, ils nous ont très bien reçus. Et on est resté chez eux. Et on aurait pu rester là. Mais mon père, ouais, la République résiste du côté de Barcelone, et patati patala. Et vas-y, qu'on est partis tous pour Barcelone. Mais comme ma mère était comme fille unique, elle avait qu'un frère, mais elle avait plein de tantes, c'est des tantes qui l'avaient élevée, je pense, et tout ça. Une des tantes qui était un peu infirmière, et mon grand-père maternel, ils n'ont pas voulu la laisser partir toute seule. Et ils nous ont suivis jusqu'à Barcelone. Et une fois arrivés à Barcelone, on a été assez bien accueillis là-bas et tout. Et parce que mon père travaillait dans les chemins de fer espagnols, au pays du Nord. Et il était au dépôt pour réparer les locomotives et tout ça. Et alors, arrivé à Barcelone, les Catalans nous ont assez bien reçus, quoi. Alors, on avait un appartement assez grand, au 4e étage, vous voyez, je m'en souviens. Au 4e étage, et il y avait une terrasse. Mais alors, mon grand-père m'a emmené dans le métro, parce qu'il y avait des bombardements et tout ça. Je me rappelle de ça, parce que le pauvre homme, il est mort là-bas, je vous expliquerai. Et alors, il m'a emmené dans le métro et tout ça. Mais alors, la catastrophe, Barcelone. Et dans l'immeuble qu'il y avait, je me rappelle, il y avait un monsieur qui tirait avec des revolvers de couleur, comme ça. Il était pour Franco, vous savez. Et alors, c'était pour guider les tirs et tout ça, je pense. Parce qu'il y avait des avions et tout. Et alors là, il y avait les bombardements, comme je vous dis, et tout ça. Et je me rappelle d'une fois, la sirène a sonné. Bon, il y avait une grande table dans la salle à manger. On avait mis la table pour manger. Et la sirène a sonné, on est descendus tous dans la cave, parce que ça s'est passé comme ça. Hein. Et parce qu'il y avait des obus qui arrivaient du port, et d'autres de par là, des avions et tout ça. Et alors on descend, c'est pour vous expliquer, on descend dans la cave, au fond, bon, l'alerte est finie, on remonte, il n'y avait plus aucune assiette ni rien sur la table. Tout était cassé en morceaux comme ça, collé sur les murs, il n'y avait plus de vitres, plus rien. Alors, j'entendais les grandes personnes, ça m'était resté, que c'était qu'ils faisaient des essais avec des obus, des armes à air comprimé ou je sais pas quoi, et j'en ai parlé. Ils m'ont dit oui, c'était oui. À la Harry, tout ça, oui, on a entendu parler. Alors ça, c'est une fois. Une autre fois, un bombardement aussi. La même chose, on descend à la cave, on remonte. On l'avait vu, avant de descendre, je l'avais vu, un monsieur avec une charrette, avec un cheval, et devant l'immeuble, là, il y avait une petite place, avec une fontaine ronde, là, et tout ça. On remonte, le cheval était dans la fontaine, et la charrette sur la route, et le gars, il était mort. Alors, au bout d'un moment, on voit arriver une voiture de la Croix-Rouge. J'étais avec mon père, parce qu'il me tenait souvent par la main et tout ça. Et il m'a mené un peu avec lui, là. Je vous raconterai après. Et ils arrivent, et ils demandent à mon père s'il y avait quelqu'un de mort dans l'immeuble et tout ça. Mon père leur dit non, il n'y a rien eu, il n'y a personne de mort. Oh, mais votre maison, là, votre immeuble, c'est un toit en terrasse. Je lui dis oui, mon père lui dit oui. Il me dit on peut y monter. Et j'aurais mieux fait pas y aller. On est montés tous. Il y avait une porte pour aller à la terrasse. Il ouvre la porte. Il ne faudrait pas me croire. Des bras, des jambes. Il y avait pas des troncs quand même, mais des bouts là comme ça. Il y en avait sur la terrasse.
Et bon, ils ont ramassé ça dans des sacs et ils sont partis. Alors ça... Vous aviez quel âge à cette époque? 6 ans, là. 6 ans. Alors, catastrophe. Alors, pour le manger, il n'y avait pas trop de manger, parce qu'on est resté assez longtemps quand même. Hein. Et mon père, comme il avait les chemins de fer gratuits et tout ça, il allait au port, il faisait un peu l'histoire, il achetait des sardines, il les salait, et puis on partait à la campagne. Il m'emmenait avec lui à la campagne souvent, et on allait chez les paysans, il changeait des sardines, ou il payait un peu, alors il y avait un peu de troc et un peu avec l'argent, et je me rappelle, mais je vous le dis en catalan, alors, quand il demandait un lapin, il lui répondait, ça m'est resté, hein. J'ai des cousins qui sont restés là-bas, il me dit, mais quand je disais en catalan, los conills sospetaient encara maman. Ça voulait dire que les lapins étaient petits, qu'encore ils tétaient, et qu'ils ne pouvaient pas nous les vendre. Mais ils en avaient, mais ils ne voulaient pas nous le vendre pas, quoi. Voilà. Alors là est arrivée la fin des haricots. Ah, pour vous finir, que mon père, je vous disais qu'il était peut-être syndicaliste ou quelque chose, ou il s'occupait de quelque chose là. Un jour, il m'a amené avec lui, toujours. Et vraiment, c'était pour soulager ma mère qui avait mon frère qui était plus petit. Et il restait avec son père. Et cette tante-là qui l'avait suivi, elle avait servi d'infirmière. Un peu, elle faisait l'infirmière à Barcelone. Elle a été tuée là. Et mon grand-père maternel, il avait pris l'appendicite et personne ne savait qu'il n'y avait pas de médicaments ni rien. Vous savez, il le soignait avec de l'huile de ricin. Il gueulait le soir et il est mort d'une péritonite. Alors, pour en revenir à mon père, il avait une petite cassette en moelle, une boîte, je ne sais pas, sous le bras. Et puis il avait rendez-vous avec un gars, je ne sais pas qui c'était. Et là, il lui a remis cette cassette. Elle était pleine de pièces d'or, que c'était du syndicat qu'il y avait ou du Parti Socialiste. J'ai réfléchi après, j'ai pensé que c'était ça. D'accord. Après, par exemple, vous en avez reparlé avec votre père? Ah non, jamais. Donc ça, c'est vous après qui faites des recherches et vous vous dites, ah, il s'est passé ça. Mais non, je me rappelle de ça. Voilà, vous vous rappelez. Et là, parce que mais je vous dis, ils n'ont jamais voulu parler et on devait revenir toujours en Espagne. Toujours, il n'y avait pas question, on va revenir en Espagne, ceci, cela. Et alors, bon, à Barcelone, est arrivé que Franco commençait à rentrer et nous on partait à pied, la retirada. Et alors la retirada, là j'ai des souvenirs aussi. Alors, quand il y avait un camion comme ça qu'on pouvait monter, on nous montait dans des camions, autrement il fallait marcher. C'était énormément de kilomètres. Combien de kilomètres? On avait mis 2 ou 3 jours, oui. 2 ou 3 jours. Mais vous aviez pris des affaires, vous aviez pris... La valise et les affaires dessus. Et c'est tout. Parce que là, dans une partie du chemin, mon père a été pris avec les hommes et tout ça, ils sont partis du côté de Portbou. Et nous, on est passé au Pertus. Et par le Portbou, c'était les armes, l'armée et tout ça, qui allaient au camp d'Argelès-sur-Mer, dans le sable là et tout ça. Et nous, c'était encore la République française, on a été assez bien traités. Hein. Mais je vous raconte la retirada là, une partie là, parce que bon, on est sortis, on avait commencé à marcher et tout ça, et pendant une partie du chemin, il y a eu mon père et tout ça. Et alors, il y avait des camions, il y avait des charrettes avec des chevaux, il y avait des poussettes, il y avait celui qui pouvait tirer les chariots et tout ça. Et la route n'était pas tellement large et tout ça. La nuit, on couchait sous les Rolls, il fallait se cacher et tout ça, dans les bois. Et alors, il y avait la route, et il y a, comme on appelle, les fossés sur les côtés, là, et on marchait. Mais pendant la journée, il y avait des petits avions, là, qui faisaient des rafles, qui descendaient à ras de la foule qu'il y avait, ils mitraillaient. Alors quand on entendait les avions, on se jetait dans les fossés, celui qui avait la chance se mettait un camion
ou sous une charrette était protégé. Alors on a continué à marcher comme ça. Alors, les fossés étaient pleins de morts des fois, et ils restaient là, et d'autres fois sur la route et tout. Et on marchait comme ça. Et arrivé pas très loin de la frontière, putain, ils n'ont pas eu de chance, il y avait le grand-père, la mère et la grand-mère, avec une petite fille qui était à peu près de mon âge. Et on a continué à marcher comme ça. Un avion est arrivé, le grand-père est mort. Un peu plus loin, la grand-mère. Ils n'ont pas eu de chance. Et en définitive, pas loin de la frontière, la mère. La fille est restée toute seule. La petite. Qui avait mon âge, alors ma mère lui dit, il me dit, prends-la par la main et tu dis que c'est ta sœur. On arrive à la frontière, je me rappelle, il y avait la neige, et il y avait un ravin à côté, alors là, catastrophé. Les charrettes, les chevaux, les camions, tout en feu, là, dans le coin, là. Et on arrive à la frontière, la police française, elle demande les papiers, tout ça, à ma mère. Bon, moi, mon frère et elle, bon, la grosse, elle dit, mais c'est ma fille, mais j'ai pas les papiers, on les a perdus. Alors comment ça se fait que vous avez les papiers? Et là, ils ont gardé la gosse. Là, j'étais malade même jusqu'à maintenant encore. Alors, arrivé là, on nous a mis dans des wagons, mais des wagons de deuxième classe, mais c'était des wagons. Alors là, j'ai un doute, parce que sur les papiers de ma mère, il y a marqué que c'était le Pertus. D'accord. Ça devait être le Pertus, mais à l'époque, j'avais trouvé la route très petite, il me semblait que c'était un chemin. Est-ce que c'était parce qu'il y avait beaucoup de monde, ou je ne sais pas. Et moi, j'étais, dans mon idée à moi, je croyais que c'était Pucerda, là-haut, du côté de Fort-Romeu. D'accord. Je croyais que c'était là, mais d'après les papiers officiels, c'est le Pertus. D'accord. Parce que moi, je suis revenu après. Après, vous étiez petit aussi. Oui, mais je suis revenu après, oui, puis mais je me rappelle de la police française, la cahute et tout, qu'il y avait et tout. Et là, à nous, les enfants et les mères, quoi, ils nous ont envoyés dans des wagons qui étaient bien, à Saint-Flour, dans le Cantal, je ne sais pas si vous voyez. Et la gare de Saint-Flour, je vais une petite histoire à vous raconter là. On débarque là, et il pleuvait, il faisait froid, c'était en janvier. Le 28 janvier, on a passé la frontière, 1939. Et bien, c'était le 29, quand on est arrivé là. Et la pluie était glacée, on n'était pas arrivé. Et on était parqué là, à côté de la gare. Et puis, je me rappelle toujours, il y avait une boulangerie. Et la boulangerie, il n'y avait pas des grandes vitrines comme maintenant. C'était des petits carreaux et tout ça. Quelqu'un a cassé le carreau de la vitrine. Et il y avait des chocolatines, il y avait du pain. Oh, il ne restait plus rien après. Oui, j'imagine, parce que vous n'avez pas beaucoup mangé pendant votre mais non, mais bon, tout le monde. Et là, quand on a débarqué, bon, ma mère avait la valise et puis mon frère, et moi je courais derrière. Et alors, elle a respecté, vous savez pourquoi? Parce que c'était l'armée française, mais de la République, hein, toujours. C'était un Sénégalais. Et dans ma vie, je n'avais pas vu un noir. Et alors, j'étais resté en train de le regarder. Il était noir de chez noir, avec des dents blanches, je le vois. Et ma mère qui m'appelait, moi j'étais là en train de le regarder, je me demandais qu'est-ce que c'était ça. C'est un souvenir. Et ils nous ont envoyé à un petit village à Neuve-Église, ça s'appelle. Je suis revenu et je ne retrouvais pas le couvent. Et je demandais à une personne, elle me dit, mais si, vous avez raison, il était là, il est là, mais c'est la mairie maintenant. Et là, on a été bien traités, tout ça. On a mangé, c'était un dortoir, et puis après, comme d'autres étaient arrivés, à ma mère et à nous, on nous avait envoyés dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel, quoi. Mais on mangeait ensemble après avec les autres. Quel était le sentiment? Est-ce que vous vous sentiez protégé, en sécurité, ou à ce moment-là? Oui. Ou Ah non, c'était mieux, là. C'était mieux. Oui, c'était mieux. Alors, pour vous finir l'histoire, mon père qui était à Argelès sur mon mère, ils les ont embarqués à eux, parce qu'il y avait
comment vous expliquer, il y avait un président du gouvernement basque, et s'étaient mis ensemble tous les Basques à Argelès, sur une mer et tout ça. Et au départ, ils avaient fait le camp de Gurs pour les Basques, pour qu'ils ne soient pas loin du Pays Basque, de Montléon et tout ça, en gros. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Basques qui étaient là-bas, ils sont venus à Gurs. Et c'est les premiers habitants du camp de Gurs, 6500 Basques. Oui, votre père faisait partie de ces... De ça, il était là. Basques. Vous me suivez? Oui. Les baraques et tout ça étaient neuves, ils mangeaient bien et tout, ils étaient bien. Parce que c'est pour ça que les gens ne comprennent pas trop après. Mais de là, il y avait la République. Et la République avait besoin de main-d'œuvre. Et mon père était tourneur et tout ça, il connaissait le métier. La PAD et tout ça, à Rudy, demandait de la main-d'œuvre. Ils l'ont pris, il est sorti, il a été travailler chez la PAD. D'accord, donc il n'était plus du tout dans le camp, il travaillait à Rudy. Voilà, et les autres, chez les paysans, par là, ils étaient presque tous sortis. Alors, à Rudy, qu'est-ce qu'il a fait avec le gouvernement basque, la Croix-Rouge? Il savait où on était, il nous a fait venir à Rudy. À Rudy, là, il avait loué un appartement meublé et tout, alors dormir dans des draps, tout ça, on était bien, on vivait déjà comme on était, non, et puis on était admis par la population et tout, on était intégrés quoi et tout, et puis alors, nous on était à l'école privée, je crois, l'un me dit que c'est Saint-Michel, moi je dis que c'était Saint-Joseph, alors je ne sais pas trop. On a essayé, on va revenir avec la fille pour pouvoir retrouver un peu. Et alors mon père a travaillé, on a passé un Noël là, je me souviens très bien, j'ai une photo avec ma mère et une tante qui est après aussi le frère, la femme du frère de ma mère, qui, mais lui il n'a pas fait le même parcours après. Donc ça c'est Noël 39? Non. Oui, 39, 40 là. On est d'accord. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il m'apporte? Un vélo. Parce qu'il faut que je vous raconte l'histoire après. Un vélo, et à mon petit frère un tambour et des bricoles là-bas. Et on vivait bien et tout ça. Et arrive juillet, la face des indésirables, un surnombre à la population. Donc ça en 1940. Hein. Ouais. À la population française. Et on se fait ramasser. Mon père avait essayé de se camoufler un peu et tout ça, avec Lombardi et Borello, que je ne sais pas si vous avez entendu. L'entreprise de bois pour pouvoir se cacher dans les bois, mais bon, en force, ils lui ont dit il vaut mieux que tu te rendes. C'était rendu, bon, on nous a embarqués, on a été stockés au camp d'Hydrome, là c'était pas mal. Mais après là, j'ai gardé un très mauvais souvenir, ils nous ont fait marcher dans Pau, et je me rappelle très bien des grilles de la préfecture, et passer devant la préfecture. Alors, je ne sais pas s'ils nous ont menés vers la gare ou la place Verdun, là, j'ai un doute là. Mais ça doit être la gare, puisqu'on nous a embarqués. Vous êtes arrivé après, Laurent. Et alors là, il y avait les gens qui nous regardaient comme si on était dans la transhumance, dans les balcons et tout ça. Mais moi, j'avais gardé mon vélo. C'était un vélo assez grand, il était assez. Parce que d'Arudi, on était venu une fois à Pau pour voir les Galeries Lafayette en vélo avec mon père. Et moi j'avais gardé mon vélo. Et mon père, mais donne ce vélo à quelqu'un, donne ce vélo. Et moi, pas du tout. On était presque arrivés avant de la rue. Mon père a vu un gosse, il m'a pris le vélo, il lui a donné au gosse. Et moi, je ne sais pas si vous voyez un peu le système. Oui, j'imagine, avantage. Alors, se faire embarquer dans les wagons, arriver à la gare de Lorme, se faire monter dans les camions, arriver au camp de Gurs, séparé de mon père, parce qu'ils étaient à la moitié du cas, c'était en arrivant, c'était les hommes, et l'autre partie, c'était les femmes et les enfants. Couchés dans les paillasses, qui n'avaient plus de paille. Il y avait les couvertures toutes déchirées, le toit des baraques, c'était du papier goudronné qui était déchiré. Vous étiez combien dans les baraques? 60. 60. Et je ne sais pas si vous avez vu, j'avais été, chacun avait un... Mais celui qui... Il n'y avait pas de chaise, il n'y avait pas de table. Ah non. Si après, il y avait des plages, ils en avaient fait des trucs, des machins.
Mais il n'y avait pas de volets, il n'y avait pas de porte. Parce que les volets, il y en avait au départ. Mais c'est là où j'en arrive. Après les Basques, c'est les brigades internationales et tout qui sont arrivés. Eux, ils étaient à peu près traités comme il faut. Oui, au début. Après les Basques, juste après, au début là. Ils ont même vu passer le Tour de France et tout le bazar. Là, ça allait. Les baraques étaient à peu près potables. Mais quand ils sont partis, eux, ils n'ont rien entretenu. On a commencé à arriver, nous. Et alors là, il n'y avait plus de paillasse, il n'y avait plus de paille, il y avait le plancher par terre, il était tout ouvert. Il y avait tout ce que vous voulez. La nuit, vous entendiez crier quelqu'un, je m'en souviens. C'était un rat qui lui mordait le nez ou une oreille. Il y avait des rats comme des lapins, presque. Alors les puces, les trucs, les poux, les machins. Des gens qui rouspétaient parce qu'il y avait un problème. Le papier gourdonné, je vous ai expliqué, les planches n'étaient pas trop contre. Alors il y avait des fentes, l'eau qui tombait dessus, wow, la panique là, la bagarre. Là. Et nous, avec ma mère, on est restés juste là, les premiers arrivés juifs, encore on était là. D'accord. Et après j'ai compris plus tard qu'ils expédiaient les gens par là parce que les juifs arrivaient. Et nous on était encore là, et il y a une dame qui est arrivée, mais ils devaient être fortunés, parce qu'ils étaient très bien habillés. Et son mari, ils l'ont laissé là, avec elle. Ils devaient avoir chez eux bonne et tout ce qu'il faut, quoi. Et le mari est resté, je ne sais pas comment il a fait, ils l'ont laissé là. Et il a essayé de lui donner à boire et tout ça. Il n'a rien eu à faire. Et ma mère, elle lui a dit, bon, je vais m'en occuper. Elle était âgée, cette dame ou... Pas trop, dans les 65, 70 ans. Et il y a la porte, là, vous savez, pour entrer. Elle s'est mise dans le premier coin qu'il y a là. Elle s'est mise là, ni à boire, ni rien. Elle n'a rien voulu boire de l'eau, ni rien. Le lendemain, on l'a trouvée morte là. Et c'est là que ça m'a rappelé. Parce qu'une fois mort, là, il fallait en plus les sortir à la grande avenue, là. Les morts, alors, je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui. Et la boue qu'il y avait et tout. Et une autre fois aussi, mais là, je ne l'ai pas vu, moi. Une dame âgée, parce que les tinètres, là, et il fallait monter 3 escaliers, là. C'était une grande planche, tous alignés. Hein. Il y avait des gros trous, avec des bidons de 200 litres. Et comme il faisait froid, ils avaient clôturé un peu, mais pas séparé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les planches, ils les ont démontées, ils ont fait du feu pour se chauffer. Oui, il faisait trop Alors il n'y avait plus rien, c'était en plein air libre. Alors dans la boue, au mois de novembre, par là, la bonne femme, elle a voulu aller s'enterrer dans la boue, elle est morte dans la boue. Là. Alors des trucs comme ça, c'est pas... Bon, alors de là, ils nous ont pris, ils nous ont ramenés, et mon père aussi, mais il n'était pas avec nous. De nouveau dans les camions à la gare d'Oloron, mais à la gare d'Oloron, c'était des wagons à bestiaux, c'était plus les mêmes. C'était plus la même classe. Alors de là, on est parti à Argelès, à Agde. À Agde, on est resté à peu près 15 jours au maximum. Après, j'ai compris, c'est parce que là, le camp de Agde n'était pas fini. De Rivesaltes, pardon. Ouais, c'était un camp de transit. Il faisait un froid, un vent, là. Et puis, les femmes et les enfants étaient séparés des hommes. Et un jour, j'en avais marre. Je dis, merde, je veux aller voir mon père, je savais qu'il était de l'autre côté. Alors, je me suis échappé, et j'ai passé, en arrivant dans les barques des hommes, par là, je vois un moineau. Mais il faisait un froid. Alors qu'est-ce que je fais? Je l'ai attrapé, il était joué près, le moineau, et puis je l'ai gardé. Puis j'arrive à la barque des hommes, là. Il me dit, je rentre. Ouais, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, mais je vais montrer le moineau. Moi, je veux protéger le moineau. Il m'a dit, mais non, tu nous le donnes, on te donne un verre de vin. Mais le vin, je ne savais pas ce que c'était. Il me donne un verre de vin. Je lui donne le moineau, là. Et je commence à boire ce vinaigre. Vinaigre. Wow, juste mon père arrive, quelqu'un avait de l'amerté que j'étais là. Jette ça, il m'avait grondé. Et le moineau, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il avait tué, il avait commencé à plumer pour le manger. Oh purée, toute la nuit j'étais malade.
Bon, alors de là, on nous a re-embarqués. On est reparti à Rivesaltes. Et à Rivesaltes, on est resté 1 an. D'accord. Et là, les conditions étaient meilleures ou c'était... Les baraques, beaucoup mieux. D'accord. Il y avait quand même des espèces de lits en planche, on ne tombait pas par terre. Et les baraques étaient en dur, quoi. C'était pas comme là. Pas comme à Gurs. Et quel était l'état d'esprit? Parce que vous étiez petit, donc vous étiez plus... On jouait entre nous, on faisait le tour des baraques dedans. Mais à Gurs, qu'est-ce qu'on prenait? Parce qu'on était en soulier de ville. Il y avait la boue quand on revenait dans la baraque. Pour se laver, si tu ne te levais pas comme on heure, à 10h, il n'y avait plus d'eau. Oui, c'était limité en fait. À Gurs, hein. Oui, oui. Oh. Là, je me suis fait gronder parce que moi, j'avais de la boue presque jusqu'au genou. Hein. Et vous mangez à votre faim au camp de Gurs? Et au camp de Gurs, je ne me rappelle pas. Je ne peux pas vous le dire, au camp de Gurs, je ne me rappelle pas du tout. Et alors, il y en a qui disent que la nourriture n'était pas mauvaise, est-ce que c'est à cause de ça? Mais ce que j'en voulais, c'était un peu à mes parents. Au départ, je dis, ils ont fait quelque chose de mal. Pourquoi? Vous ne compreniez pas pourquoi vous étiez dans ce camp? Sans couverture, sans rien, sur des planches, là, la vermine et tout. J'ai dit, mais alors, après, j'ai compris qu'il y avait des méchants et des pas méchants. D'accord. Mais au départ... Mais vos parents vous avez pas expliqué? Ah non. Pas expliqué. Ah, rien. Même quand vous étiez à Barcelone, par exemple? Non, rien, les rien. bombardements, rien? Non, rien. Rien. Donc vous étiez dans... Et ils voulaient pas en parler, même entre eux, ils ne parlaient plus. Hein. D'accord. De tout ça, ils n'en parlaient pas. Hein. À la libération et tout ça, rien. Rien. Ce que je sais, c'est de moi-même. Est-ce que vous, donc votre mère parlait français, et vous, vous êtes arrivé en France assez jeune, et est-ce que, au départ, vous ne parliez pas français, vous parliez espagnol, oui. Et alors vous avez appris le français Au début avec ma mère, et puis après, c'est pour continuer en France. Voilà. À Gurs déjà, ou après à non, pas à Gurs, non. À Rivesaltes plutôt? Et à Rivesaltes, pas trop non plus, parce que je vais vous expliquer, à Rivesaltes, on était à les baraques et tout ça, et alors, c'était Topinambou, on avait, qu'est-ce qu'il y avait Les pois chiches. Hein? Les pois chiches. Oh là. Je me rappelle un jour, une fois pour Noël, il nous avait dit, vous allez avoir des pommes de terre. Des pommes de terre, je les attends encore. Les épluchures, on avait eu. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Et le pain, on aurait eu, mais noir, de la sciure, ça ressemblait, mais il était noir. Et un morceau de pain comme ça pour la journée. Une rondelle. Et alors, j'en arrive là, parce que ma mère, dans le camp de Rivesaltes, servait d'interprète. Avec le directeur du camp et les Espagnols, parce qu'il n'avait personne, le gars. Alors elle était un peu au courant de ce qui se passait. Oui. Et alors là, elle savait que ceux qui rentraient malades à l'infirmerie, il n'y avait pas de médicaments, ils ressortaient morts. Ouais, il valait mieux pas aller à l'infirmerie. Voilà, il y avait des tombereaux tous les matins. Et mon frère, il ne voulait plus manger. Moi, je lui gardais mon pain, ma mère le pain pour qu'il puisse... C'était l'arçure. Il se laissait mourir, il ne voulait plus manger. D'accord. Rien. Et oui, votre frère est 2 ans de moins que vous. Hein. Non, 4. 4 ans de moins que vous. Et alors, il n'y a rien à faire. Et mon père était sorti du camp, parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre. Il faisait un barrage à Saint-Étienne-de-Cantalès, à la Roque Rouge. J'ai passé mon certificat d'études après là-bas. Et alors, il était sorti. Et alors, la baraque, lui dormait. Il fallait qu'il paye, ce qu'il mangeait aussi, mais il lui restait un peu d'argent. Et alors, je ne sais pas comment ils communiquaient par rapport à ce, sûrement, ils avaient droit à une lettre ou quelque chose. Ils avaient envoyé un peu d'argent à ma mère. Et comme ma mère était plus ou moins au courant, elle savait dans le fil de barbelé où il y avait un trou. Parce que les premiers juifs commençaient à arriver, puis il y avait des associations pour emmener les enfants. Et alors, elle me dit le soir, elle me dit, bon, on va s'échapper du camp. Parce que bon, si mon frère était rentré à l'infirmerie, il serait mort. Oui. Alors, elle me dit, bon, on va s'échapper. Et puis il y avait une autre dame avec elle, je ne sais pas ce qui c'était, je sais pas, avec un enfant aussi. On arrive au fil de fer, effectivement, il y avait un trou, mais il y avait l'armée française qui surveillait. Alors, ils se rejoignaient, les sentinelles, mais ils ont été gentils. À moi, personnellement, ils nous ont vus. Oui. Et quand ils nous ont vus, ils sont partis. Ils sont repartis, ils se rejoignaient comme ça, puis ils
Ils partaient, on a attendu, ils sont partis. On est passé, en plus il faisait clair de lune, alors je ne sais pas si vous voyez. On est sortis. En sortant, la bonne femme, elle avait un manteau assez long qui traînait par terre. La seule boîte de conserve qu'il y avait, elle n'a pas accroché. C'était une évasion. Et alors bon, il est sauté dessus, on a foutu la boîte. Et on est arrivé à la gare, à pied, en passant par-ci, par-là. Arrivé à la gare, moi, qu'est-ce que je faisais? Je parlais à ma mère un peu. Elle me pétait pour que je ne parle pas l'espagnol. Parce que, pour pas vous faire repérer. Voilà, on est monté dans le train, la bonne femme, je ne sais pas où elle est partie. Et moi, on est resté avec ma mère. Et on a réussi à arriver où il y avait mon père, à Saint-Étienne-de-Cantalès, un appartement qui s'était débrouillé à trouver. Alors, tu vois, pommes de terre, beurre, du lait. Ouais, c'était la belle vie par rapport la Java, c'était. Oui. Et on est resté comme ça, quelque temps. Votre frère oui, mais là, il a mangé. Ça a été signalé, c'était évadé. La gendarmerie est arrivée. Les gendarmes sont arrivés. On était dans l'appartement, ma mère, mon père était au boulot. Alors ils ont dit à ma mère, faites attention, parce que demain, on va dire qu'on ne vous a pas trouvé aujourd'hui. Ils étaient déjà dit cela, qu'on ne vous a pas trouvé. Mais demain matin, on va être obligé de revenir, ils vont nous envoyer déménager. Alors on a prévenu en fait. On a dû déménager 2 ou 3 fois comme ça. Heureusement qu'on trouvait une chambre et tout. Et à la fin, c'était pas les mêmes gendarmes, il y en a d'autres qui étaient pour Pétain. Ils nous ont attrapés, ils nous ont ramenés au camp de Rivesaltes, à ma mère et à mon frère et moi. Et heureusement, mon frère s'était retapé là. Et ça, c'était combien de temps après alors? Entre votre évasion et le retour 8-10 jours, pas plus. D'accord. Okay. Ils nous ont ramenés au camp. Alors attendez, au camp, ils ont retenu ma mère, sans rien nous dire. Nous, la baraque que était, et moi j'étais tout seul avec mon frère. Et alors, dans la baraque, bon, il y avait des bonnes femmes, tout ça. J'étais dans cette baraque-là. Et presque 8 jours sans voir ma mère. Ah oui. Alors moi j'ai essayé de chercher par là, je ne savais pas où était, personne ne me disait rien. J'ai amené mon frère par la main. Un jour, on sort de la baraque, la tramontane, qui souffle. Parce que quand ça soufflait, là, on ne devait pas être trop gros, parce qu'elle m'a mis par terre, et mon frère aussi. Et elle nous a fait rouler là. Moi je tenais mon frère par la main comme je pouvais. Et il y avait un poteau, je ne sais pas ce que c'était un poteau, je me suis accroché à un poteau. Je tenais mon frère par la main, pour voir si le vent calmait, on était par terre, dans les graviers, la terre, je sais pas. Quelqu'un, il me semble que c'était un homme, mais c'est peut-être parce que c'était le quartier des femmes, nous a pris, nous a mis dans la première baraque dedans. Et le lendemain, ma mère qui a réapparu. Ah, le bonheur. Et vous savez où elle était? Non. Ils voulaient l'envoyer à Dachau. On l'a su après. Et j'aurais jamais su où elle aurait été. Même si elle était morte, j'aurais jamais réussi. Et c'est à cause qu'elle parlait français que le directeur du camp ne l'a pas autorisé. Parce que là, c'était les Allemands qui l'embarquent. Elle s'est sauvée la vie parce qu'elle savait parler français. Vous vous rendez compte? Oui. Voilà. Et alors, de Rivesaltes, là, mon père était dans le barrage, dans le Cantal, en Auvergne. Et il n'y avait pas d'essence à l'époque pour les voitures, les camions et tout ça. Il a trouvé un patron, je ne sais pas comment. Il a abandonné, le barrage se finissait aussi et tout ça. Il s'est fait embaucher par un entrepreneur qui s'était lancé à faire du charbon de bois et des petits, du bois comme ça, mais très petits coupés pour les mettre dans les gazogènes. Pour faire marcher les voitures et les camions. Et il est rentré là, je ne sais pas comment il a fait, mais parce que bon, lui, mon père arrivait plutôt d'une famille de paysans, quoi, fermés. Et il avait commencé à travailler à 11 ans, alors ça ne m'étonne pas qu'il était socialiste. Oui. Et il savait faire du charbon, je sais pas, il avait dit qu'il était spécialiste du charbon. Oui. Mais à l'époque, la première, comment vous dire, en faisant ça, le charbon, il a réussi à avoir des papiers pour nous faire sortir du camp. D'accord.
Et là, avec des papiers officiels de sortie du camp, on est arrivé là où il était, dans le patelin où il faisait le charbon. Mais là, on en a bavé. Pas pour manger, mais là, on était mieux dans les baraques de Rivesaltes que là. Hein. Parce que c'était des fermes qui étaient abandonnées. Alors les fenêtres, il n'y avait pas de carreaux, il n'y avait pas presque des trucs, des machins. Pas de sommier, dormir dans la paille, sans couverture, des couvertures, quoi, je veux dire, quelques couvertures, sans chaussettes des fois. C'est là où j'ai fait l'apprentissage. J'ai fait l'apprentissage des sabots de bois, avec du foin ou de la paille. Et il faisait jusqu'à moins 27. Hein. Le lait dans la casserole gelé, et tout, à coups de marteau des fois, de casser des trucs pour pouvoir le mettre dans la casserole. Là, je ne sais pas comment on n'est pas mort. Hein. Ouais. Et là, on n'avait pas commencé à aller à l'école encore, là, parce que suivant les coupes de bois, il fallait qu'il les ménage. On a déménagé pas mal. Et je me rappelle, des fois, j'allais au bois avec mon père, il coupait les arbres, et il tombait, par exemple, sur le gave, là, la glace ne cassait pas. On pouvait continuer à couper l'arbre dessus. Ouh, il faisait moins 27. Comme la glace qui ne casse pas, José de Sola résiste. Il résiste et il continue à témoigner. Il avait peur de me faire perdre mon temps. Je pense que nous tous, ici, nous qui l'avons écouté, nous n'avons pas perdu notre temps. Nous avons gagné en connaissance et en compréhension. Alors j'espère que cet épisode vous a plu et que vous allez suivre les prochains, où nous continuerons à suivre la destinée de José de Sola et nous donnerons aussi des informations plus pratiques comme qui a construit le camp de Gurs, en combien de temps, pourquoi Gurs. Et je tiens à souligner que toutes les informations sur le camp qui sont données dans ce podcast sont issues des recherches de monsieur Claude Lahari, l'historien qui a fait découvrir ce camp, qui a permis que cette chape de silence soit levée. Voilà, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à partager ce podcast, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Je vous invite à ce voyage 2 fois par mois. Pour ne rater aucun épisode, inscrivez-vous sur enlocomotive.com. À très vite.